Merci Alexandre et merci aux organisateurs. Je viens de me rendre compte, en fait, je suis la seule biologiste au milieu de tous ces anesthésistes, c'est très impressionnant. Mes conflits d'intérêts. Alors, quand on parle de tests conventionnels ou de routine de laboratoire, on entend ces tests qui sont simples de réalisation, qui sont disponibles dans tous les laboratoires, et donc le TCA, le TP, la mesure du fibrinogène, le TCA et le TP qui permettent d'explorer les deux voies schématiques, comme on le voit sur cette figure de la coagulation, et donc le fibrinogène. Et tout ceci associé à la numération et aux numération formule sanguine et aux plaquettes. Et donc les tests de coagulation, ils ont, la particularité par rapport à ce qui vient d'être présenté par Stéphanie, d'être réalisés sur du plasma et donc après une centrifugation et donc après avoir éliminé toutes les cellules. Et ce plasma, dans la mesure où on n'a plus de plaquettes, on reconstitue l'environnement d'une surface qui est nécessaire à la coagulation en ajoutant des phospholipides. Et tout ceci ensuite est de la cuisine de laboratoire. En fonction de l'activateur que l'on va ajouter, on va explorer la voie dite intrinsèque ou extrinsèque, et en mesurant le temps de coagulation, et avec la thrombine calcique, je suis trop lente, ça passe tout seul, et avec la thrombine calcique, le fibrinogène. Alors, comment très schématiquement, que nous donnent comme information ces tests? Fibrinogène et plaquettes, vous avez à votre disposition une valeur précise. En revanche, le TP et le TCA, alors ils ont l'avantage que quand ils sont normaux, ça permet d'exclure tous les déficits en facteurs, sauf le facteur 13, puisqu'ils n'explorent pas le facteur 13. Mais évidemment, en cas de choc hémorragique, on ne sera pas dans cette situation-là. Lorsqu'ils sont allongés, alors tout d'abord, l'allongement, je n'aurai pas trop le temps de parler de ça, mais l'allongement va dépendre du réactif, enfin le niveau d'allongement et la valeur précise va dépendre du réactif qui est utilisé. Et lorsqu'ils sont allongés, eh bien, on peut aller plus loin dans l'exploration et en mesurant les facteurs de chacune des voies ou de la voie commune. Ces tests, ils sont faits en plasma, donc on n'a pas du tout les interactions, c'est ce qu'a expliqué Stéphanie avant, avec les cellules. Ce ne sont pas des bons, ils prédisent mal le risque hémorragique, et puis ils ont une sensibilité qui est variable aux anticoagulants. Et si je prends l'exemple du TCA, l'interprétation d'un TCA est en fait finalement extrêmement complexe, notamment chez des patients inflammatoires dans des situations aiguës, parce que le TCA peut être allongé sans risque hémorragique par des déficits acquis dans ces situations-là en facteur 12 de ce qu'on appelle la phase contact, des interférences, il y a des interférences directes même de la CRP avec les réactifs qui vont allonger le TCA, bien évidemment sans aucune conséquence clinique. Il y a aussi beaucoup des anticoagulants circulants qui n'ont aucune incidence clinique non plus, qui vont allonger le TCA. Par ailleurs, le TCA, il est sensible à l'héparine non fractionnée, comme vous le savez, à certaines HBPM, comme la tinzaparine, qui a une activité anti-2A importante, à tous les anti-2A directs, et puis au déficit aux autres facteurs explorés par ce test. Et puis aussi le TCA, en cas d'inflammation, il peut être raccourci avec notamment une augmentation du facteur 8, ce qui rend très difficile l'interprétation isolée seule d'un TCA. Néanmoins, ces tests, et notamment surtout le TP d'ailleurs, le TCA on le retrouve un peu moins, sont repris, comme c'est la diapositive de Stéphanie, sont repris dans toutes les recommandations que vous avez à vos dispositions, et vous les connaissez bien mieux que moi, donc je ne vais pas me hasarder à rentrer dans ces recommandations. Ils ont un intérêt au niveau du diagnostic et du monitorage, puis ensuite lors de façon pour une prise en charge plus ciblée. Mais ce qui est important dans ce qui est écrit dans ces recommandations, je pense, c'est le fait qu'ils sont
à faire de façon répétée pour voir l'évolution de ces tests et peut-être pas juste sur une seule valeur à un moment donné, même si on a des seuils, mais aussi l'évolution de ces tests est utile. Sur cette notion de valeur et de seuil, vous les avez tous un peu montrés, Pierre aussi préalablement. Et en fait, on se rend compte quand on va un peu plus loin dans les recommandations que, eh bien, le niveau de preuve de ces seuils qui vont ensuite entraîner pour vous des modifications des prises en charge des patients, ce sont des niveaux de preuve qui sont extrêmement faibles. On lit, je vous ai remis ce qui est écrit dans les recommandations. Il est généralement accepté que la définition suivante, de même que malgré un niveau de preuve scientifique limité, l'administration de PFC se fait selon ces seuils. Et d'autant plus que là, on parle de TQ ratio. Alors très souvent aussi, c'est sous forme d'INR. Et vous savez évidemment qu'en France, on est le seul pays où on rend le TP en pourcentage. Donc, il va falloir en plus adapter dans vos protocoles l'adaptation par rapport au pourcentage ou à l'INR. Et évidemment, en fonction des réactifs utilisés, il faut que dans les protocoles que vous mettez en place, ça soit fait de façon conjointe avec les biologistes pour avoir le rapport par rapport aux réactifs utilisés et si vous l'utilisez en pourcentage. Il en est de même, là encore, je ne vais absolument pas rentrer dans le détail, on retrouve tous ces tests et l'intérêt de ces tests dans différents types de chirurgie de prise en charge, que ce soit le fibrinogène, les plaquettes, mais là encore avec un certain flou sur des ratios, avec des niveaux hauts de ratios qui sont à définir, enfin, qui doivent être définis dans vos protocoles, dans vos institutions. Et puis, cette diapo-là, qui est une diapo que m'a passé Alexandre, qui montre que sur l'ensemble des recommandations, ben, le niveau de preuve, encore une fois, sur ces seuils, hein, ce n'est pas sur l'utilité, mais c'est sur les seuils, est assez faible, avec peu de références dans toutes ces recommandations. Stéphanie a parlé de la faible sensibilité et des tests viscoélastométriques par rapport à la présence d'anticoagulants. Pour les tests dits conventionnels, le TCA, j'en ai parlé, on a dit qu'il était non spécifique avec un allongement avec un allongement possible sans relation avec l'effet anticoagulant. Et même sa sensibilité au TCA par rapport à l'héparine non fractionnée va énormément varier en fonction des réactifs qui est utilisé. Et donc là encore, si vous utilisez dans cette indication-là le TCA, il faut absolument se rapprocher du laboratoire pour savoir quelle est la fourchette de TCA qui correspond à une activité anti-DISA 0,3-0,7 et le caler sur le réactif utilisé. Pour les AOD, le TP et le TCA ont une façon très mauvaise pour exclure des concentrations, que ce soit Riva et surtout apixaban inférieur à 30 nanogrammes, de même que pour détecter et donné une information quant à la concentration. Mauvaise performance, le seul test qui est extrêmement sensible, c'est le temps de thrombine, très sensible au dabigatran, à des concentrations très faibles. Et c'est pour ça qu'on l'utilise volontiers, ce temps de thrombine, pour exclure la présence de dabigatran. Alors, même si on a de moins en moins de patients sous dabigatran, néanmoins, il peut permettre d'exclure, mais il n'est pas quantitatif. Et si vous n'avez pas accès dans vos centres à la mesure spécifique des AOD, on peut utiliser tout ça encore de façon conjointe avec vos biologistes, l'activité anti-DISA HNF ou HBPM, qui permet, en fonction des réactifs encore, en fonction de certains seuils, de dépister ou d'exclure la présence d'apixaban ou de rivaroxaban. Mais bien évidemment,
on peut avoir recours, et là encore, c'est des tests qui peuvent être, on verra relativement rapidement faits, pour mesurer précisément l'effet anticoagulant de la HNF et l'HBPM, l'activité anti-DISA, qui est pour l'instant ce que l'on a de plus fiable, et puis pour rivaroxaban, apixaban, dabigatran, des tests ciblés pour avoir la concentration précise de ces tests, de ces anticoagulants. Alors, ce qui est souvent, je dirais, une grande limite à l'utilisation de ces tests conventionnels, tu en as parlé Stéphanie, c'est le délai de rendu qui peut être long, de 1 à 2 heures lorsque ça passe, je dirais, dans le flot des tests que l'on a, et à Rennes comme à d'autres endroits, nous avons mis en place une filière d'urgence, et je voulais juste vous montrer pour vous montrer que c'est tout à fait, la mise en place peut se faire de façon facile, et ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut qu'il y ait une interaction entre les cliniciens et les biologistes, permanente, hein, c'est une réactivation permanente de cette filière pour qu'elle fonctionne avec un rendu, lorsqu'elle fonctionne correctement, d'environ, pour les tests TP-TCA fibrinogène, de 13 minutes. C'est 6 minutes pour la numération, donc qui sera faite dans le temps, et si on y ajoute le dépistage des AOD, on rajoute à peu près 2 à 4 minutes à ce temps de rendu, et tout ce qui va être décisif, c'est votre appel, pour dire que vous allez avoir besoin en urgence, en extrême urgence, d'un résultat, et à partir de ce moment-là, ça va déclencher toute une organisation que nous avons mis en place, et ce prélèvement devient prioritaire à toutes les étapes de la réalisation, et jusque même, vous voyez l'acheminement par cartouche, avec ces cartouches avec un liseré rouge qui sont tout de suite reconnaissables, et puis surtout une centrifugation qui est réduite à 2 minutes, et évidemment va faire gagner énormément de temps sur le rendu des résultats qui vont être transmis directement par le technicien. On a un technicien qui est dédié à dès qu'il est prévenu, on dédie un technicien à ce prélèvement qui, dès qu'il aura les résultats affichés sur l'automate, va appeler le clinicien. Et en fait, ça nécessite une organisation quand même qui est remise en permanence en jeu, parce qu'il y a des dérives très rapides. Juste là pour vous montrer, nous n'avons pas de prescription connectée, mais bon, ça ne change pas grand-chose dans la démarche. Et voilà à quoi ressemblent nos bons. Il faut que la prescription soit le plus simple possible. Plus on rajoute d'examens, plus on perd du temps sur ce rendu-là, et des examens qui ne sont pas forcément adaptés. Et en fait, en faisant un TP-TCA fibrinogène et un dépistage par anti-DISA et anti-thrombine, avec ces tests-là, on arrive, nous, ensuite, à adapter nos tests et à vous répondre à une question peut-être plus facilement que si vous cochez au préalable. Et donc, toute cette organisation, elle doit se faire en collaboration avec le service et le laboratoire, comme je vous ai dit, avec des points critiques et clés, et surtout l'appel avant, la prescription, et un numéro pour savoir qui appeler pour rendre des résultats. Donc pour conclure, ces tests, ce sont des tests simples, les tests conventionnels d'hémostase, mais qui doivent être interprétés avec prudence, qui doivent faire partie donc de protocoles de prise en charge, et donc avec une possibilité d'optimiser les délais de réalisation avec une interaction importante avec les cliniciens. Je vous remercie.